commencer par les mots du premier intervenant, Jean-Luc Caneb, sur de quoi on parle. 5 millions de personnes, 1500 quartiers en politique de la ville. Et si on fait la totalité des personnes qui sont aujourd'hui habitants des quartiers populaires en France, c'est de l'ordre de 8 millions de personnes, sur une population de 65 millions. Là, on imagine quand même le nombre de personnes et le poids que ça leur représente dans la République française. Ensuite, dire que, en complément de ce qui a été dit, évidemment qu'on a dans ces quartiers populaires la concentration de l'essentiel des discriminations et de l'essentiel des problèmes qui sont ceux des citoyens de ce pays. Alors, il y en a un certain nombre qui ont été cités. Juste quelques chiffres. En termes d'emploi, le taux moyen national de chômage en quartier populaire, c'est 24%, là où c'est 10% à l'échelle de la France. Et ça monte jusqu'à 45% pour les moins de 25 ans. De même manière, en termes de discrimination à l'éducation, là où on a de l'ordre de 85% d'une classe d'âge qui arrive au baccalauréat, on est dans certains quartiers populaires autour de 50%, et dans d'autres quartiers populaires comme celui de Grigny notamment, à 25% d'une classe d'âge qui arrive au bac. 25%, 85%. Ça, ce sont des chiffres qui sont quand même assez frappants de la nature, de l'importance des discriminations qui sont vécues par les habitants des quartiers populaires, donc en politique de la ville. Deux derniers exemples sur la réalité aussi pour ces habitants, ce que l'on appelle les déserts médicaux, qui sont une situation de ne plus avoir accès à la santé, à l'offre première de santé lorsqu'on habite dans des quartiers populaires. À Grigny, par exemple, 80% des usagers, des médecins de ville sont détenteurs de la CMU et donc ils ont obligation de trouver des médecins qui acceptent d'accueillir et de soigner les détenteurs de cette couverture mutuelle universelle, couverture médicale universelle, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a 4 médecins pour 17 000 habitants sur le quartier de la Grande Borne. Dernier élément, qui n'est pas des moindres en termes de discrimination, la discrimination urbaine. Un chiffre là encore, 50% des terminus, des lignes de transport en commun, de bus notamment, sont les quartiers populaires. Ce qui veut dire en clair que vous passez par les centres-villes et vous vous arrêtez dans le quartier populaire en termes de terminus, quand bien évidemment le quartier est desservi, ce qui n'est pas toujours et pas toujours régulièrement le cas. Voilà la situation de ces quartiers. Je vais accélérer parce que je pourrais en faire simplement vous dire que par rapport à ça, les quartiers, c'est aussi une formidable richesse démographique. Ce sont aujourd'hui dans les quartiers que sont les personnes qui vont payer les retraites de demain, artistiques et sportives. L'ensemble des grands thèmes culturels, le street art, le rap, sont des produits qui proviennent des quartiers populaires. Donc c'est aussi la carte économique, culturelle et citoyenne, puisque aujourd'hui, là où on a un certain nombre d'organisations, notamment antiracistes, qui reculent au niveau du combat antiraciste universel, vous avez dans les quartiers populaires une forte mobilisation sur les questions de revendication, ciblées par rapport à des situations de discrimination particulières, notamment en direction de la police, mais qui sont, pour le fait, les derniers endroits où on combat. Sur la politique de la ville, nous, on considère que les attaques nous, élus locaux, entre guillemets, je précise par ailleurs que j'ai participé à la fondation de la Maison des Potes de la Grande Borne, donc dans les années 90, donc j'ai l'autre côté, l'autre casquette dont je n'ai pas perdu le souvenir. Nous, les dernières attaques que l'on a vues sur la politique de la ville, et qui effectivement n'ont pas commencé avec ce gouvernement et ont largement commencé avec les gouvernements précédents, 42 milliards de baisse de dotation pour les collectivités locales sur les 3 dernières années. Les dernières attaques que l'on a subies, qui ont été pointées, qui sont la baisse des dotations, la suppression même d'un ministère de la ville, la disparition des emplois aidés, les reculs sur les services publics, notamment éducatifs, malgré ce qui a été mis en place cette rentrée, ou la casse du logement social avec la baisse des APL. C'est quelque chose qui, par exemple, pour la suppression des emplois aidés, concerne 250 000 emplois en cours de suppression. Et lorsque l'on dit, alors je ne reviendrai pas sur l'exemple qui a été donné, qui est extrêmement fort, de dire un contrat aidé aujourd'hui c'est 9 000 € par an, là où un contrat créé par le CICE c'est entre 200 et 400 000 € sur les chiffres, mais vous voyez tout de suite, 9 000 €, 200 à 400 000 €.
pourrait dire que voilà, on pourrait en créer de l'emploi aidé avec tous les cadeaux fiscaux qui ont été faits avec le CICE. Mais en plus, c'est directement la suppression de 25 000 éducateurs sportifs dans les quartiers, la suppression de plusieurs dizaines de milliers d'animateurs du soutien scolaire dans les quartiers, etc. Donc ça veut dire que c'est la casse programmée du lien social, du vivre ensemble et de la capacité donnée à un certain nombre de quartiers de répondre à une mission de service public alternative, complémentaire à l'État, qui n'est malheureusement pas menée. Je voudrais simplement finir sur l'aspect revendicatif. Moi, je suis bien évidemment élu local et aussi acteur du combat politique, donc je me permets d'aborder cet aspect-là. Nous avons, il y a 2 semaines, organisé à Grigny des états généraux de la politique de la ville, avec l'association Ville et Banlieue, auquel ont participé 125 maires de différentes villes de France, de toute sensibilité de l'arc politique, excepté le Front National, bien évidemment. Et sur ces 125 élus, nous sommes ressortis avec des revendications et un appel à la revendication. Cet appel à la revendication donne lieu aujourd'hui à des amendements parlementaires, donne lieu à des missions parlementaires, donne lieu à un échange qui va avoir lieu avec le président Macron, dont on attend, moi en tout cas, rien, ou pas grand-chose, mais dans ces prochaines semaines. Ce qui est certain, c'est que si ce ne sont que les élus locaux, donc d'une certaine manière les notabilités locales, qui sont acteurs de cette bataille, de cette revendication pour l'augmentation et le retour à des moyens de plein exercice à la politique de la ville, s'il n'y a pas la mobilisation des acteurs citoyens, des associations, de tous les animateurs de terrain, alors nous perdrons sur cette revendication. Et à tous ceux qui nous disent aujourd'hui qu'il existe des problèmes de radicalisation dans le pays, moi je vous prédis d'une manière très claire que si nous abandonnons la question de la politique de la ville, et donc si nous abandonnons la question de la promotion d'un modèle de société émancipateur pour la jeunesse de ce pays, alors nous aurons des problèmes de discrimination et de radicalisation au pluriel, qu'elle soit de l'ordre du droit commun ou de l'ordre de politique sous toutes ses formes. Et ça, ce sera la responsabilité de ceux qui n'auront pas mené le combat aujourd'hui.